Bonjour, bienvenue sur ce webinaire. On va patienter une petite minute que tous les membres, que tous les participants puissent se connecter, que les quelques retardataires. Merci d'être là. Donc n'hésitez pas à chatter si vous avez un problème, si vous constatez qu'il y a un problème de son, problème d'image, que vous ne voyez pas. Donc, et vous pourrez aussi poser les questions sur le chat. Très bien, on va attendre encore quelques secondes. Très bien. Emmanuel est en train de mettre un message. Donc vous pouvez voir que c'est assez... Merci, bonjour à tous. Bon, on va commencer. Donc, merci d'être présent. Aujourd'hui, on va parler de la découverte du potentiel de vos données et comment justement optimiser ce potentiel. J'ai avec moi deux invités de marque qui vont se présenter. Thomas, Michel, c'est à vous. Je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous, Thomas Gesson. Moi, je suis un consultant externe de PME et d'ETI. J'interviens depuis 8 ans pour la transition digitale des PME et des ETI. Et mon job en particulier, c'est de permettre aux entreprises de découvrir la richesse qu'il y a dans leur data en sortir du ROI. Et à côté, piloter les risques qui vont avec, qui sont souvent des risques liés à l'éthique, à la conformité et à la cybersécurité. Donc, ma spécialité, c'est de faire cet équilibre entre création de richesse et pilotage des risques. Voilà. Michel Besson, société UBI, c'est une société d'information économique et financière. Moi, je suis un professionnel de l'investigation. Bien sûr, pour instruire un dossier, je démarre par la data et très souvent celle d'Altares, qui me va très bien d'ailleurs. Cette société s'inscrit dans la sécurisation et le développement du business, notamment à travers la recherche de croissance externe, la démonstration de concurrence déloyale, la prévention des risques ou encore les études de marché. Très bien. Et pour ma part, Frédéric Parisi, je suis dans l'équipe avant-vente du service commercial d'Altares. Je supporte toute la force commerciale, mais aussi nos clients, sur toute la connaissance, expertise sur les données entreprises. Qu'est-ce qu'on peut en tirer, qu'est-ce qu'on peut trouver, que la société soit française ou multinationale, aux États-Unis, en Chine ou en France, et que ce soit une PME, une start-up ou une affaire personnelle. Donc, j'apporte toute cette connaissance et tout aussi les moyens de récupérer et de s'assurer que quand vous devez identifier un tiers, vous le façon de la bonne façon et que vous ayez toutes les bonnes données à disposition. Revenons au cœur du débat. Je vais laisser la main à l'introduction à Michel sur le sujet du jour. Alors, merci à tous et à toutes de nous rejoindre. Bienvenue dans ce monde fascinant de la data. Il y a un proverbe qui dit « Si tu feins d'ignorer ce qui te semble étrange, son étrangeté disparaîtra ». C'est un peu comme cela que nous vivons, que je vis en tout cas la relation avec la data. Elle est plutôt confortable, on s'y habitue au fil des mois et même des années. Si on vous dit, tiens, vous avez aimé ce livre, vous aimerez certainement celui-ci, on se fait un petit plaisir, on l'achète en direct, on consomme un peu plus, mais le cerveau qui est un peu feignant, ça lui va très bien d'avancer comme ça très vite sans avoir à faire trop de recherches. Mais dans l'entreprise, on ne peut pas se permettre d'ignorer ce qui se cache derrière, on ne peut pas se permettre d'ignorer la data. On doit en faire un projet stratégique, un projet incarné par le dirigeant. C'est une vraie belle façon de motiver et impliquer le personnel pour avancer sur un sujet que nous allons aborder aujourd'hui avec les 3 intervenants sous 4 angles. Le premier, c'est comment cartographier ces données, comment enrichir ces données et comment ces données vont transformer notre modèle économique, l'enrichir, peut-être même être un modèle parallèle au nôtre qui va nous permettre à un moment donné de vendre mieux, de vendre plus et pourquoi pas de vendre ces données à des partenaires, voire même à des clients. Pour ouvrir le bal, je passe la parole à Thomas. Alors, sur la première partie concernant la cartographie des données,
Michel vient de dire que ça devait être un projet stratégique qui devait être incarné par le dirigeant. C'est la réalité, mais c'est rarement le point de départ, en tout cas dans mon expérience d'entrée auprès des PME et des ETI, parce que souvent les premiers appels, les premiers contacts qui sont faits autour de la donnée viennent soit de problématiques qui sont dues des problématiques de conformité, avec la mise en œuvre du RGPD en particulier, soit des problématiques de cybersécurité. Donc en fait, ce n'est pas du tout dans une volonté de mise en œuvre stratégique et d'une prise de conscience que le commencement de la cartographie se met en œuvre, mais plutôt pour régler une contrainte qui est vue par l'entreprise, mais pas du tout pour mettre en œuvre une nouvelle stratégie. Alors, d'une manière générale, c'est effectivement la problématique RGPD qui arrive en premier, en tout cas de mon côté. Et soit on peut la traiter, cette problématique, comme une vraie contrainte. Il faut cocher les cases pour être compliant à minima, mettre un minimum de fonds et d'énergie surtout dans le dispositif, parce qu'on n'en voit pas beaucoup l'ampleur et l'intérêt. Et en fait, on se rend compte que le fait de mettre en œuvre sa mise en conformité RGPD peut être une belle opportunité pour commencer à cartographier ces données. C'est-à-dire pour la même dépense d'énergie et souvent le même coût, au lieu de faire quelque chose à minima, ça peut être l'opportunité de lancer en fait une évolution de la réflexion de l'entreprise, faire cette cartographie des datas, et ça veut dire dans ce cas-là comprendre où sont les datas de l'entreprise, quelles sont-elles, et surtout ne pas s'arrêter, comme le voudrait le RGPD à minima, aux données personnelles. C'est l'opportunité de regarder quelles sont les données et les flux de données, tout type, qui circulent dans l'entreprise, donc des données personnelles, mais aussi des données machines, des données objets, dans certains cas des données animales. Et donc, cette cartographie, c'est le point de départ souvent d'une prise de conscience pour essayer de comprendre où est la richesse de l'entreprise de manière immatérielle et comprendre cette richesse quand elle est exploitée ou sous-exploitée, parce qu'on va avoir des gisements en fait, de data qui ne sont pas partagés, parce qu'ils sont travaillés uniquement en silo. Vous pouvez avoir de l'activité industrielle avec des datas qui viennent simplement du système de production et pas partagées à côté. Vous pouvez avoir des commerciaux qui ont accès à des datas super intéressantes sur le terrain, mais qui ne vont pas les remonter de manière globale et pas les partager et les intégrer dans une CRM. Il y a plein d'éléments comme ça qui font que s'intéresser à ces datas, c'est le premier niveau pour commencer à faire cette cartographie, comprendre qu'on a de la richesse potentielle et commencer à mettre en œuvre une prise de conscience. Et en fait, c'est souvent après ce premier niveau et quelques jours ou quelques semaines de travail qu'on commence à avoir un échange plus intéressant avec la direction générale pour se dire qu'il y avait une stratégie à mettre derrière en œuvre. Donc, moi, mon message, c'est que cette cartographie des datas, qui est le premier élément, c'est d'abord un élément de prise de conscience qu'il faut traiter de manière globale et pas regarder uniquement la donnée personnelle, qui est la seule qui est régulée. Les autres ne sont pas régulés aujourd'hui. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de conformité qu'il ne faut pas l'intégrer dans sa cartographie. Et à partir de là, c'est un point de départ pour comprendre où sont les assets de l'entreprise et la richesse potentielle qu'il peut y avoir. Oui, et qu'est-ce qu'on constate aussi quand on fait cette cartographie, quand on répertorie toutes les données, que ce soit une contrainte RGPD ou justement d'opportunité de voir qu'est-ce qu'on gère comme données, ça se rattache toujours à cette règle des 3 P, personne, produit et les lieux, place, parce qu'en anglais, c'est qu'on voit... l'entreprise maîtrise généralement toutes les prestations et les produits qu'elle vend, elle les connaît bien. Elle croit connaître aussi toutes les personnes avec qui elle est en contact. Mais on le voit souvent, nous, au sein d'Altares, que parfois, une entreprise est mal identifiée, des identifiants différents, ou même ils ont l'impression que c'est le même groupe, mais parfois, ce n'est pas le même risque. Et aussi la gestion des lieux. Et en fait, on voit que si on comprend ces interactions entre les produits et les personnes et les lieux, on est en mesure de comprendre toutes ces interactions et de prédire l'avenir. Donc, c'est là où le Master Data Management et le Big Data, l'intelligence artificielle vont pouvoir travailler, de comprendre ces interactions. Et donc, c'est là aussi de toujours se positionner et d'avoir un référentiel fort. Les entreprises maîtrisent leur référentiel produit. Ils ont l'impression de bien maîtriser le référentiel personne et le lieu, oui aussi, mais généralement, les personnes font un peu dyslexiques. Marne-la-Vallée ou Noisiel, est-ce que c'est la même ville? C'est bien le même lieu, mais ce n'est pas la même ville. Donc, on voit qu'il y a des exemples où il y a besoin de précision et qu'il est utile de faire appel à des partenaires pour bien identifier est-ce que c'est la bonne adresse, est-ce que c'est la bonne personne. Et évidemment, est-ce que c'est le bon produit et est-ce qu'on parle du bon produit aussi dans tous les systèmes de l'entreprise.
qui veut dire qu'il faut faire cette étape de diagnostic. Hein, déjà, une vue factuelle sur la donnée, par exemple sur tous mes tiers dans un point de vue RGPD. Hein, il y a l'intérêt légitime de l'information que l'on dispose et peut-être parfois de l'information complémentaire qui n'est pas légitime, qui peut poser des questions. Quoi qu'il en soit, il faut faire un diagnostic de complétude. Ok, j'ai tout le temps un prénom, un nom, un téléphone, un email. Ah non, j'ai pas systématiquement un téléphone ou un email. Et donc déjà, de savoir quelle est l'information de base essentielle, légitime dont j'ai besoin. Et ensuite, de voir aussi, j'ai des contacts, je sais que ce sont des vieux contacts qui sont inactifs, que je sais que j'ai créé des doublons parce que c'est facilité de recréer de A à Z, même si je pourrais unifier tout cela, c'est d'avoir cette vision. Il faut aussi faire appel à des partenaires, hein, comme pour justement les adresses, pour valider les entités, c'est là où Altares intervient, où on est là aussi pour vous aider à valider l'effort de recadrage. Oui, ok, j'ai mal identifié cette entreprise, j'ai juste mis la ville, je ne connais pas l'adresse, ou il me manque l'identifiant ou le numéro TVA pour la facturation. Altares est en mesure justement de vous donner cette vision, cet effort de dire ok, on identifie vous avez bien 45% de votre base qui est identifiée de manière exacte, d'autres ça va à peu près, et d'autres on ne s'est pas décidé. Et donc il y aura un temps humain à recadrer toute cette base, à s'assurer que c'est bien, puisqu'il faut bien rentrer dans un cercle vertueux, de faire en sorte que on va décider sur de bonnes données. Hein, c'est la règle d'or de la data. Des données fausses donnent des résultats faux. Donc, cette étape, on le voit, c'est important de se faire de diagnostic et c'est aussi l'une des forces d'Altares avec le DUNS number, que votre société soit en France ou à l'international, que vous ayez un SIREN, un SIRET, un numéro KVK, un tax ID, peu importe l'identifiant, vous avez toujours ce DUNS number qui permet de relier et qui va faciliter la communication entre les différents systèmes, peu importe l'identifiant que vous utilisez. Pour aller dans le sens de ce qui vient d'être dit, il faut effectivement pouvoir avoir une complétude maximum et il faut bien réfléchir aux données que vous avez déjà et que vous n'utilisez pas. Souvent, on va se concentrer effectivement sur des données qui vont être des données de CRM, qui vont être en lien avec une personne ou une société. C'est super important. Et puis, on va se rendre compte que dans certains cas, connaître par exemple le parc matériel d'un client, c'est aussi important que connaître son client. Et ces éléments-là, souvent, c'est des éléments que vont avoir vos commerciaux, vos équipes techniques sur le terrain, mais elles ne remontent pas dans votre système et vous ne faites pas le lien entre la personne morale, les personnes physiques et derrière le matériel. Donc, il faut aller chercher à l'extérieur certaines données, voir celles que vous avez en interne et aller à la pêche auprès de vos équipes, souvent, qui travaillent trop souvent en silo pour récupérer des données connexes. Et là, quand vous allez agréger tout ça, vous aurez quelque chose qui a de la valeur. Oui, en effet. Justement, ça nous fait une très bonne transition pour le point suivant. On voit parfois qu'il nous manque une certaine donnée. Donc, il faut enrichir, il faut compléter. Vous avez l'information cœur, mais il faut du contexte pour une meilleure interaction et pour une meilleure connaissance de vos clients, de vos partenaires. Donc, on va voir aussi comment on va pouvoir enrichir et pour mieux exploiter ces données. Alors, ce qu'il y a de fantastique dans cette quête de la data, c'est justement de la prendre sous l'angle de la remise en cause, de la réinvention des modèles, par une approche qui m'est chère dans le monde de l'intelligence économique, puisque je suis aussi un professionnel de l'intelligence économique, c'est la culture de l'ignorance. Vous avez vu que mes deux collègues ont en permanence posé des questions, et dans un premier temps, avant même de proposer des solutions, on va s'intéresser aux questions. On vous en a listé déjà quelques-unes, je vous en livre certaines en vrac, mais qui sont dans un certain ordre. De quelles données je dispose, c'est l'état des lieux, et là on va y passer beaucoup de temps. De quelles données ai-je besoin, qu'est-ce que je vais en faire? Quelles données intéressent mes clients? C'est vraiment un cycle. Quelles données pourraient intéresser mes partenaires? Et puis, inévitablement, chose qu'on ne fait pas assez souvent, où en sont mes concurrents et que font mes concurrents? Qu'est-ce qu'ils ont déjà inventé? Est-ce qu'ils ont pris de l'avance sur moi ou est-ce qu'au contraire, ils sont en retard? Et cette phase-là est aussi très, très intéressante pour évoluer. Ensuite, on peut s'appuyer sur un outil qui s'appelle la méthode SMART, qui est quelque chose de très simple, mais qui va nous permettre d'accompagner et d'encadrer le projet.
La méthode SMART permet, avec 5 lettres simples, de définir une démarche qui doit être spécifique. C'est-à-dire que chaque étape sur ce que vous voulez faire doit être traitée avec précision et rigueur, et toujours bien penser à définir par qui et comment, qui s'en occupe et comment on avance. Le M de mesurable, définissez une méthode d'évaluation, de quel volume parle-t-on, à quand doit-on remonter, quel est le niveau de qualité recherché. Le A d'atteignable, comment chiffrer ce projet data. Est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions? Est-ce qu'on ne voit pas trop loin, trop gros? À quelle échéance il peut rapporter? Et surtout aussi, est-ce qu'il est accepté par tous? Je le redis, c'est un projet commun et un projet d'entreprise qui doit tirer l'ensemble du personnel. Le R de réalisable, rendre le projet intéressant et motivant pour l'ensemble du personnel et comparer entre l'investissement qui va être très chronophage déjà en temps passé et puis bien sûr le retour sur l'investissement. On n'a pas de vision stratégique sans mettre en face une date. Il est important là encore de se dire c'est pour quand ce projet, parce que si on ne se dit pas c'est pour 2023 ou 2025, on risque de ne jamais aboutir. Une vision, une date. Pour rentrer un peu plus dans le concret, je repasse la parole à Frédéric. Très bien, oui. Et je rajouterai aussi sur le dernier point du temporellement défini, il ne faut pas aussi oublier une part qui est la mise à jour des données. C'est bien de faire un effort justement du recadrage des données, mais il faut aussi s'assurer qu'on rentre dans un cercle vertueux et qu'il faut faire en sorte que la donnée garde sa pérennité, que sa bonne qualité. Parce que sinon, on revient 1 an après ou 2 ans après à le même état des lieux. Maintenant, mes utilisateurs ont créé ou on est allé chercher de la donnée sans vérification, sans optimiser les processus, et on retombe dans le cercle de la culture, le cercle vicieux de la culture de l'ignorance. Donc, il faut bien penser que fiabiliser mes processus de captation de données passe par une fiabilisation de mes données, c'est-à-dire que je dois être en mesure de faciliter la recherche de nouveaux éléments pour créer un nouveau tiers, d'empêcher les doublons et d'améliorer la productivité. Donc, vous avez des connecteurs, des API qui vous permettent justement, quand je dois créer un tiers dans un CRM ou SRM ou dans mon ERP, justement de dire, tiens, je n'ai pas besoin de saisir un sirène, de saisir toute la fiche identitaire de l'entreprise. Juste en la recherchant, j'ai une liste de résultats, je clique et j'intègre tout le paquet de données qui m'intéresse. Et c'est réellement cette deuxième étape pour rentrer dans ce cercle vertueux, de disposer d'un dataset cohérent, complet et légitime, qui correspond bien à vos attentes et qui aussi répond aux enjeux RGPD, de ne pas avoir trop de données, mais juste ce qu'il vous faut pour bien segmenter vos partenaires, vos clients et vos fournisseurs. Et enfin aussi, la valeur de l'enrichissement, c'est de faire en sorte qu'une donnée, cette entreprise, est reliée à une autre, ou ce contact est relié à une autre, parce que là, une donnée toute seule n'a pas de valeur. C'est dans la liaison qu'on trouve la valeur. Et où c'est aussi important, lors de l'enrichissement, d'apporter cet écosystème et donc de faciliter l'interaction entre mes partenaires. Interaction potentielle. Et enfin, c'est la mettre à jour. Donc là aussi, ça passe par des systèmes batch de fichiers, mais plus facilement avec des API, d'être tenu en alerte d'une modification, d'un changement de dirigeant, d'un déménagement, ainsi de suite, d'une rentrée en procédure collective pour justement être alerter les différents systèmes, de dire attention, on ne livre plus à cette adresse, attention, j'ai telle limite, il faut appliquer telle limite ou tel contrôle pour ainsi garder une qualité de data constante. Et enfin aussi, du fait qu'on aura une donnée fiable, on va pouvoir mieux décider et on va donc pouvoir aussi mieux partager la donnée parce qu'on aura bien fait en sorte que même si la facturation par le numéro TVA et que le commercial parle plutôt contact, on a su relier tous ces tiers grâce au DUNS number ou au sirène ou au SIRET sur la France. Juste un petit élément pour rebondir sur ce que vous venez de dire tous les deux, et en particulier sur ce que Michel a dit en introduction, la nécessité de se poser des questions. On est dans un moment qui est un petit peu compliqué à comprendre, cette passage de transition digitale qui est parfois mal compris, mal évalué, en fait, de passer d'un monde industriel à un monde digital.
la première question qu'il faut se poser, et une des questions les plus importantes, même si c'est juste une question, c'est un petit pas de côté, c'est se demander pourquoi, en fait, la transition digitale est importante pour votre entreprise. Donc, c'est cette première question qu'il faut aller chercher. Et après, effectivement, pouvoir mettre en place tous les éléments qui ont été donnés, c'est-à-dire le comment, après le pourquoi, sur comment enrichir sa donnée. Mais n'hésitez pas à prendre du temps pour vous poser la question sur pourquoi la transition digitale dans mon entreprise, pour avoir cette vision stratégique en même temps que celle du comment. Voilà. Oui, quels sont vos enjeux, quel est le gain que vous allez pouvoir atteindre, et justement, comment vous allez vous transformer par la data. Alors, on pourrait croire qu'on a répété, ce qui est vrai, parce que l'étape d'après, le slide suivant, s'il vous plaît, Monsieur Frédéric, c'est effectivement, jusqu'à présent, on se demandait si l'intelligence artificielle pouvait impacter nos métiers. On ne se le demande plus, on en est convaincu, et on se posait la même question pour la data. C'est plus quand est-ce qu'elle va impacter mon métier, enfin, c'est plutôt si elle va impacter mon métier, mais quand elle va impacter mon métier. Donc, ça devient une question stratégique que vient d'évoquer Thomas. Et là, à nouveau, on réinvente des questions sur les opportunités. On regarde plutôt les opportunités pour en faire un projet très positif. On avance sur tout ce que ça peut nous apporter en questionnant son environnement, en questionnant en interne. Et puis ensuite, on revient sur les menaces, avantages et inconvénients d'avancer. Qu'est-ce qui peut nous barrer la route? Qu'est-ce qui peut être extrêmement compliqué et difficile à mettre en œuvre? On l'aborde sous l'angle de l'avocat de l'ange et surtout pas de l'avocat du diable. On l'évoque avec un état d'esprit d'ouverture, sans se mettre de barrière dans un premier temps. Comme tout projet stratégique, on en fait un beau projet. Et puis en introduction, je vous avais dit, intéressez-vous à ce que font vos concurrents. Mais pas que les concurrents, on peut s'intéresser également à ce que font les autres dans d'autres types d'activités, et notamment les plus gros que nous. S'inspirer de ce que font les autres. Je vous donne un exemple, Carrefour avec Google, qui travaille notamment sur des modèles prédictifs de la demande. Pourquoi faire? Bien, pour améliorer les processus de ses partenaires, et ça va de la publicité jusqu'à la transaction en magasin. Alors, vous trouverez à la fin de ce PowerPoint un lien URL d'une présentation que fait Carrefour, très simple, en 4 pages, sur leur façon d'aborder la data. C'est une révolution pour eux. Et ils vous expliquent pourquoi ils le font avec des partenaires, et déjà simplement pourquoi ils le font, quelle est leur vision stratégique à 3 ou 5 ans, avec qui ils le font, pourquoi ils ont choisi ces partenaires et comment ils impliquent le personnel dans ce très très beau projet. Et en 4 pages, comme ça, vous avez un modèle de vision stratégique fait par un bien plus gros que nous tous. Et toi, Thomas, ton cabinet de consulting, vous accompagnez justement les entreprises aussi à se transformer par la data. As-tu un exemple à nous partager? Oui, parce que pour rebondir sur ce que vient de dire Michel, on est dans une révolution en fait. C'est-à-dire que c'est un terme qui est souvent galvaudé, on voit des révolutions partout, mais la transition digitale, c'est une révolution. Alors, on n'a malheureusement pas le temps aujourd'hui de rentrer dans ce débat-là, mais ça se démontre assez facilement. Et on est en train de passer de la révolution industrielle, qui était le monde de la production, à la révolution et à la transition digitale, qui est le monde de la prédiction. Pour le dire simplement, aujourd'hui, grâce au big data, grâce aux sets de data qui sont disponibles, grâce à l'intelligence artificielle, on va avoir la capacité de prédire des événements de manière industrielle, alors que jusque-là, on arrivait à faire des prédictions empiriques, des prédictions qu'on fait tous toute la journée. Mais vos entreprises, demain, en plus de leur savoir-faire en matière industrielle, parce que les révolutions, elles s'additionnent, elles ne se substituent pas. Donc, en plus de votre savoir-faire industriel ou votre savoir-faire service, et bien, en fait, l'enjeu, c'est de mettre un savoir-faire de prédiction. Alors, ça vous paraît un peu loin, mais pour prendre un exemple de plus gros que soi et un plus petit, plus gros que soi, Michel en a donné un avec Carrefour, qui est excellent, et je vous invite à regarder le lien qu'il a mis, parce qu'en quelques pages, c'est très explicite, mais toute la journée, vous entendez parler de Google. Google a changé son business model en 2001, et a basé à partir de 2001 son business model sur la prédiction. C'est-à-dire quand vous rentrez des éléments dans une barre de recherche Google, ou via de l'analytics qui est derrière, l'objectif de Google, c'est prédire ce que vous souhaitez et le revendre via de la publicité. Aujourd'hui, Google, c'est 180 milliards de chiffre d'affaires sur cette portion publicité et c'est 80 milliards de recettes.
Donc, on n'est pas dans quelque chose qui n'existe pas. C'est le monde de demain, c'est ce monde de prédiction qui est en train de créer énormément de richesses. Ça, c'est pour un plus gros que soi. Et pour répondre à la question, c'est moi, avec mon cabinet, j'interviens auprès de plein d'entreprises différentes, souvent des PME, beaucoup de TI, dans plein de domaines différents, justement pour essayer de comprendre cette diversité qu'il y a. Et l'exemple que je peux vous donner aujourd'hui, mais qui peut vous toucher tous de manière un peu généraliste, c'est un exemple qui a lieu dans le monde en fait, de la boulangerie. Donc, a priori, un monde qui n'est pas touché par la digitalisation du tout. Et pourtant, il y a une action qui est en cours dans ce monde-là, qui fait venir 3 acteurs différents qu'on peut trouver dans plein de domaines. C'est-à-dire d'un côté les fabricants, de l'autre côté une structure de distributeur et un client final, qui est en B2C ou en B2B2C. Ça, vous pouvez le retrouver dans plein d'activités. Peut-être que certains d'entre vous sont un des 3 acteurs. Et on se rend compte aujourd'hui que dans ce cadre-là, moi, j'accompagne dans ce cas-là des concessionnaires de boulangerie, tous les concessionnaires de boulangerie françaises en fait, qui vendent du matériel. Et on se rend compte qu'il y a les fabricants qui, jusqu'à présent, ne voulaient pas être en contact du client final, veulent de plus en plus être au contact avec lui, justement pour pouvoir prédire ses comportements et lui vendre des services ou des produits. Et donc, les distributeurs sont en train de se positionner pour se demander quel est leur avenir et comment, eux, continuer à apporter une valeur ajoutée importante en termes de data pour ne pas se faire bypasser, comme vous le voyez sur le slide. Comment se débrouiller, en fait, pour ne pas être simplement une boîte à outils, le fabricant ayant le contact direct avec le client final. Alors, dans ce cadre-là, pour vous donner un exemple, les fabricants sont en train de plus en plus de vendre des machines qui sont connectées, donc qui ont de la connectique d'origine, avec de la 4G souvent derrière, qui vont remonter les données sur l'utilisation des machines, l'utilisation qui est en fait par le client. Donc, il y a le lien en matière de data entre le client, personne physique, la personne morale, le parc de machines et l'utilisation qui est faite des machines. Et donc, si les distributeurs n'y prennent pas garde, le fabricant va avoir une vision complète du client, de son besoin et pouvoir prédire de quoi il a besoin. Et en fait, il va envoyer le distributeur comme une simple caisse à outils sur site. Donc, le distributeur continuera à vivre, continuera à travailler, mais par contre, la richesse qu'il va produire et qu'il va générer va être beaucoup plus faible. On retrouve la même problématique dans le monde de l'automobile, où on a les fabricants d'automobiles, les constructeurs, qui en fait sont en train d'avoir un rapport direct avec leur client final via des ventes par les sites Internet. Et les concessionnaires locaux sont toujours utilisés, mais sont utilisés juste pour mettre à disposition les voitures ou à terme faire du SAV. Donc on se rend bien compte que là, la richesse du distributeur devient beaucoup plus faible. Donc dans ce cadre-là, dans le cadre de ce projet-là, où mon client est le groupe de distributeurs, on a mis en place une plateforme en fait qui est reliée à des objets connectés de l'IoT, donc des capteurs qu'on va mettre sur plein d'appareils en fait qui sont dans les boulangeries. Et au lieu de s'attaquer simplement aux nouveaux produits, c'est-à-dire aux nouvelles machines qui vont être mises en place et qui mettront une quinzaine d'années à être changées, on va plutôt s'attaquer à toutes les machines qui sont déjà en place en mettant des capteurs qui vont nous permettre d'avoir, par exemple, la consommation électrique de manière très précise de chaque machine, ce qui permet d'avoir évidemment des éléments d'efficience énergétique, mais aussi de voir comment la machine est utilisée, de quelle façon, est-ce qu'elle est bien utilisée, mal utilisée, et ce qui va permettre aux distributeurs de mettre en place assez vite, c'est notre projet pour l'an prochain, une fois que les capteurs sont en place, et la plateforme, de mettre de la maintenance prédictive, c'est-à-dire de ne pas attendre, en particulier pour un boulanger, ce qui est très embêtant en matière de perte d'exploitation, que la machine ne casse ou donne des signes de faiblesse. Très tôt, on saura quand la machine n'est pas en bon état ou a un risque, et le distributeur pourra prévenir son client et voire lui vendre, dans certains cas, des systèmes pour des services en fait, d'intervention réguliers, nouveaux, pour permettre que ces machines soient toujours en bon état grâce à ces capteurs qui vont permettre d'avoir cette vision machine. Mais derrière, cette vision sur l'utilisation des machines va servir aussi en avant-vente. Si vous savez comment utiliser une machine, trop, pas assez, vous avez la possibilité de proposer à vos commerciaux un axe pour aller voir votre client final en lui disant tu surutilises cette machine, il vaudrait mieux que tu en aies 2, ou une machine de nouvelle génération. Ces éléments vont permettre aussi de pouvoir collecter dans un point central certains éléments. Donc, par exemple, je vous parlais d'efficience énergétique. On peut tout à fait imaginer demain que tous ces boulangers qui sont des gros consommateurs d'énergie, comme toutes les datas vont être centralisées dans une plateforme, on puisse aller négocier avec un acteur de l'énergie
une réduction de prix globale parce qu'on aura une vision très précise de la consommation qui est faite. Et donc, créer des nouvelles activités, créer des nouveaux services. Et tout ça, essayer de le faire en bonne intelligence avec le fabricant, mais en évitant aux distributeurs de se faire bypasser en fait, par le fabricant qui irait directement sur le client final et où lui n'aurait plus de valeur à mettre en œuvre. Donc là, on est sur un exemple qu'on a choisi exprès parce qu'il est assez simple sur des gens pas du tout digitalisés, mais pour vous montrer que, quel que soit votre métier, la révolution digitale qui est en cours, elle vous touche. Que vous souhaitiez le voir ou pas, ce n'est pas le problème. Elle va vous toucher, elle vous touche. Si vous subissez la situation, dans quelques années, 4, 5 ans, parce qu'elle n'est qu'à ses débuts, hein, vous n'êtes pas en retard, elle n'est qu'à ses débuts, et la courbe de croissance de cette activité digitale ne va faire qu'augmenter. Mais si vous subissez la situation et si vous ne la prenez pas en main dès aujourd'hui, vous allez avoir une difficulté dans votre métier parce que soit vous allez avoir des nouveaux acteurs qui vont arriver. Michel faisait tout à l'heure la réflexion en disant regardez ce que font vos concurrents. Et il a tout à fait raison, en rajoutant un petit élément, c'est que vos concurrents d'aujourd'hui ne sont pas forcément vos concurrents de demain. Et que donc vous avez tout intérêt à avoir l'écosystème qui est autour de vous. Pour reprendre un parallèle sur les constructeurs automobiles, vous avez Tesla qui est en train de mettre en place une nouvelle activité d'assurance de nouvelle génération qui est basée sur de l'assurance sur votre niveau de sécurité au Texas, là, cette semaine. Et Tesla a décidé, enfin Elon Musk a annoncé que dans 3 ans, le revenu tiré de l'assurance représenterait 30% des revenus de son activité automobile. Donc vous voyez, par exemple, Tesla qui est catégorisé dans fabricant automobile et va être dans pas très longtemps, grâce à l'utilisation des data, une structure qui va faire de l'assurance et qui va gagner beaucoup d'argent avec de l'assurance. Dans tous vos métiers, potentiellement, vous pouvez avoir une activité à côté, qui est une activité parallèle, qui est sans lien, mais qui demain va devenir un concurrent à vous en direct. Donc dans tous ces cas-là, il faut regarder quelles sont les datas. On a parlé de cartographie tout à l'heure, connaître vos datas, avoir un plan stratégique pour voir comment les valoriser. Et valoriser vos datas, c'est prédire les comportements. Prédire les comportements personnes, machines, objets, animaux. Et c'est cette prédiction des comportements qui est la révolution à venir. C'est ce que font nos boulangers dans ce cas-là. Ils veulent prédire les comportements de leurs clients, prédire le comportement des machines pour vendre du service, des nouveaux services, pour vendre du matériel, mieux le vendre, savoir ce dont a besoin son client avant qu'il ne le demande et être en contact en permanence avec lui. Et quand il aura valorisé ça, sa place dans la chaîne de richesse, en fait, sera assurée. Alors que s'il attend de voir ce qui se passe dans les 10 prochaines années, il y a fort à parier que ce soit les fabricants qui captent cette valeur-là. Voilà. Très bien. Donc, il faut aussi prendre en compte la valeur des données qu'a nos partenaires, nos clients ou nos fournisseurs et qui peuvent faire une synergie, justement pour rentrer encore plus dans un cercle vertueux de valorisation connaissance client. Tout à fait. C'est vraiment, vous devez regarder d'abord les données que vous avez en interne parce que vous en avez beaucoup et souvent elles sont mal exploitées. Après, vous pouvez aller vers l'extérieur pour acquérir de la donnée auprès de spécialistes qui ont des données de qualité qui ont été nettoyées et que vous pouvez utiliser très simplement. Après, vous pouvez aller autour de votre écosystème pour échanger avec des structures qui sont proches de vous. Et le dernier stade, qui arrivera dans pas très longtemps, c'est de pouvoir trouver des solutions pour échanger des datas, même avec des concurrents de manière sécurisée. Ça sera le stade ultime. Ça arrive déjà aujourd'hui, pour vous donner un exemple, dans le monde de l'assurance, aujourd'hui, dans l'assurance cyber. Les assureurs n'ont pas assez de données sur les sinistres cyber, et alors qu'ils sont concurrents sur ces activités-là, ils ont mis dans une sorte de base de données commune ces datas pour pouvoir les travailler tous ensemble et avoir des statistiques globales, alors qu'ils sont concurrents. Mais ils le font de manière sécurisée, où chacun n'a pas accès aux données de l'autre, mais qui permet d'avoir une vision globale de l'évolution des attaques cyber, et donc d'évolution des primes à mettre en œuvre. Donc il y a plein de niveaux auxquels il faut chercher ces données, les partager, et c'est de toute façon du partage de la data que viendra la richesse dans les années qui viennent. Et donc, Michel, pour le partage des données, qu'est-ce que tu préconises justement pour s'assurer que on partage la donnée équivalente, que ça soit une relation gagnant-gagnant? Dans la partie 4, je préconise déjà de bien connaître nos partenaires. On a vu juste avant qu'on parlait de fabricants, de distributeurs. On va faire appel à des gens avec lesquels on avait peut-être des relations, avec lesquels on n'avait peut-être aucune relation. Et à ce moment-là, il faut bien connaître ses partenaires. On est aujourd'hui avec le numéro 1 mondial de l'information économique et financière. Et profitons-en pour, d'entrée de jeu, de demander des informations économiques et financières sur les partenaires. Il y a tellement d'enjeux, et on l'a vu à travers Google, les milliards brassés,
qu'il peut y avoir aussi des changements de comportement, de l'avidité, de la cupidité. Donc, soyons prudents. Il faut bien connaître ses partenaires aussi en termes de conformité, ne pas surtout s'engager sur un projet aussi sensible que la data et puis travailler avec des gens qui ne maîtrisent pas l'éthique ou la conformité. Et puis, tu l'as dit tout à l'heure, Frédéric, on parle de pérennité de la base, de la donnée. Eh bien, il faut que pour que la donnée soit pérenne, il faut aussi que notre partenaire ait une pérennité. Donc, on va surveiller la solvabilité de nos partenaires par des systèmes d'alerte type Altares, et tout cela en permanence, pas ponctuellement au moment où on démarre, mais en permanence, on surveille l'écosystème de nos partenaires, parce qu'une entreprise en difficulté peut changer de comportement également, faire des impasses sur la sécurité, sur la qualité, et puis elle peut disparaître. Et si c'est un partenaire très important, eh bien tout s'effondre et on ne le voit pas venir. Il faut le voir venir. Pourquoi pas même en permanence chercher la solution de doublon, pas avoir un seul partenaire exclusif si c'est possible. Et d'autant plus si c'est un partenaire exclusif, eh bien en permanence, il doit être surveillé attentivement. Très bien. Communiquer également en interne et en externe auprès de ses salariés, et de ses partenaires et de ses clients pour qu'à aucun moment il y ait un doute sur l'éthique de ce qu'on veut faire de cette donnée vis-à-vis de notre personnel et vis-à-vis de nos clients. Très bien. Et donc, un exemple qu'a mis en place Altares, et plus exactement le groupe Dun & Bradstreet, puisque Altares vient historiquement du groupe américain Dun & Bradstreet. Donc, dans les années 60, Dun & Bradstreet était confronté à cette problématique. Pour donner de l'estimation du risque de défaillance ou de perte de créance, il fallait de la donnée fraîche, régulière. Et donc, on a mis en place un programme où on a demandé à tous les grands facturiers, plus de 15 000 dans le monde, d'échanger leurs balance AG, leurs éléments comptables, de savoir, vous avez envoyé des factures, on n'a pas demandé à des fournisseurs stratégiques, on ne demande pas à l'équivalent d'EDF ou de Télécom, parce qu'on sait que si vous payez plus, ils coupent. La ligne, non, c'est plutôt des fournisseurs de commodités, parce qu'on sait que si l'entreprise a un problème de trésorerie, c'est ce genre de fournisseur qu'elle va décaler, qu'elle va régler plus tard. Et donc, on a demandé à tous ces facturiers d'envoyer leur expérience de paiement. On les a compilés tous ensemble, justement pour déterminer, pour voir statistiquement et concrètement quelles entreprises règlent en temps et en heure et pourquoi elles règlent en retard. Et donc, ça nous permet de voir, de participer aux assises des délais de paiement en France, justement d'être un acteur fort, de montrer quelles sont les tendances en France, en Europe et dans le monde, et quels sont les comportements. Donc, c'est pour ça aussi que la loi LME, la loi, plein de lois ont été mises en place pour s'assurer que les grands donneurs d'ordre règlent bien en temps et en heure leurs fournisseurs et leurs partenaires. Donc, ce Dun-Trade, ça a été mis en place donc il y a plus de 60 ans, qui fonctionne toujours. Et aujourd'hui, ça a un bénéfice à la fois pour les partenaires, parce qu'ils ont réellement un outil dédié où ils ont chargé leur balance AG, donc ils voient concrètement, tiens, quel argent n'est pas encore rentré, et selon le risque de défaillance de l'entreprise, donc ils savent prioriser, piloter, ils peuvent comparer entre deux tiers à peu près similaires, tiens, quel est celui qui a un meilleur comportement, une meilleure assise financière, et donc du coup aussi ils peuvent anticiper, de voir justement, attention, ce tiers me règle en retard, mais en plus il règle en retard les autres membres du réseau du programme Dun-Trade. Et d'un autre côté, l'autre bénéfice, c'est que ça apporte une réelle plus-value à tous les ensembles des clients d'Altares, parce que justement on a créé un indicateur, le PEDEX, qui donne justement le nombre de jours de retard de paiement que l'on constate. Et on voit, nous, statistiquement, dès qu'il y a un retard et dès que le retard est répété sur plusieurs factures, on voit que c'est un indicateur très fort sur le risque de défaillance et sur le dépôt de bilan et la liquidation judiciaire de l'entreprise. Donc, ça nous permet justement de prédire. Donc, chaque membre du réseau, les 15 000 partenaires, ont une interface dédiée pour voir justement mieux travailler. Et l'ensemble du réseau ont cette possibilité de voir une synthèse, de dire tel tiers a des problèmes de trésorerie et ce n'est pas un effet de saisonnalité,
C'est normal que dans l'industrie du jouet, octobre, novembre, les caisses soient vides. C'est pas du tout normal si au mois de janvier, février, les caisses sont toujours aussi vides et qu'ils ont toujours des problèmes de retard de paiement. Donc aussi, le PEDEC joue sur cette saisonnalité, sur cette force de prédiction du risque de défaillance des entreprises. Donc c'est un exemple. Il y a plein d'autres exemples, comme l'a dit Thomas, sur la cybersécurité, où justement, il y a d'autres modes de programmes communs entre différents partenaires et chacun bénéficie, apporte sa data et tout le monde a cette économie d'échelle, cette économie où finalement tout le monde en bénéficie. Mais il faut quelques règles, Michel, hein, justement. Tu as rappelé un cercle de points, mais tu peux nous rappeler les 5 règles? Ou non, c'est Thomas, pour toi? Oui, Thomas. Alors, ta vision. Juste pour le remettre un petit peu dans un contexte un peu plus large, là, je vous parlais tout à l'heure de révolution. On est vraiment dans une révolution digitale qui additionne le monde industriel et le monde digital. Et en fait, cette situation dans laquelle on est aujourd'hui, là, qui est un petit peu mixte, elle fait qu'on a besoin d'avoir 2 types de confiance qui s'additionnent. Une confiance qui est la confiance du monde physique, celle dont on vient de parler, hein, qui est une confiance qui existe depuis que l'homme fait du commerce, avec des moyens qui sont différents. Là, on vient d'évoquer un moyen qui est quand même très sophistiqué pour générer cette confiance. Mais il va y avoir aussi une nouvelle confiance à développer dans le monde digital. Si demain, je vous demande comment vous allez donner votre confiance à l'operating system d'une voiture semi-autonome qui va amener vos enfants à l'école, je ne sais pas comment vous allez faire. Si demain, je vous demande si vous aurez confiance dans une intelligence artificielle qui va faire une prédécision dans une cour de justice pour dire si vous pouvez être en liberté conditionnelle ou pas, je ne sais pas comment vous allez faire. Parce qu'on est en train de rentrer dans un monde où la confiance à générer dans le monde digital, on n'a pas encore les outils pour le faire. Donc, dans ce cadre-là, il faut inventer des nouveaux savoir-faire pour générer cette confiance digitale qui est indispensable pour à la fois collecter des datas et après les analyser, surtout avec l'arrivée de l'intelligence artificielle demain. Donc, avoir cette capacité de générer de la confiance, que votre entreprise génère de la confiance digitale, c'est la meilleure solution pour pouvoir, sur la durée, collecter les meilleures datas, et ça va devenir une compétition de haut vol, puis les analyser, qu'il y ait une acceptabilité de la part de votre écosystème à analyser ces datas. Donc, pour générer cette situation, il y a 5 règles, en fait, qui sont des règles basiques, mais que vous pouvez mettre en place dans votre entreprise, que vous devez mettre en place dans votre entreprise dès que vous entamez votre transition digitale. La première, c'est une information sur la data qui est collectée. C'est-à-dire que si vous allez collecter, je prends l'exemple de mes boulangers tout à l'heure, si on va collecter grâce aux objets connectés des données chez les boulangers, on doit les informer pour leur dire ce qui se passe. Fini l'époque où Google récupérait des données que vous aviez mis dans les barres de recherche sans vous expliquer pourquoi. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à le faire en 2001 et je pense qu'on a commencé à comprendre ce qui se passait en 2016-2018. Donc ça, c'est fini. Il faut informer sur ce qui se passe. Il faut être transparent sur l'utilisation des données des tiers si on veut qu'ils continuent à vous les donner. Deuxième élément, une fois que vous les avez informés, il faut qu'ils consentent. C'est-à-dire qu'ils donnent leur accord à l'utilisation de ces données et qu'ils gardent le contrôle, c'est-à-dire que cet accord, il n'est pas ad vitam aeternam, il est pour une certaine durée. Troisième élément, si vous collectez des données qui sont des données de qualité, ça sera des données comportementales, qu'elles soient d'une donnée machine, la consommation électrique d'une machine. Michel, en matière d'intelligence économique, vous dira que la consommation électrique d'une chaîne de production, c'est une donnée ultra intime et potentiellement secrète ou en tout cas confidentielle. Donc, si vous collectez ce type de données, vous devez rassurer la personne qui est en face de vous, l'écosystème en face de vous, en les gardant en sécurité, avec résilience. C'est-à-dire que ces données, vous devez les mettre dans un endroit où elles vont rester sur la durée et elles ne seront pas récupérées par des tiers. Quatrième point, qui est sûrement un des plus importants, c'est que si vous voulez collecter de la donnée et l'analyser et la prendre à un tiers, il faut que vous mettiez en place une juste contrepartie. Et c'est souvent ça qui manque. Si, je reprends toujours mon exemple de boulangerie, si je propose à mes boulangers, je leur explique pourquoi je récupère des données chez eux, il faut qu'en sens inverse, eux, ils aient un gain. C'est-à-dire que moi, je vais avoir un gain avec mes concessionnaires qui vont pouvoir faire du meilleur business, qui vont pouvoir avoir une meilleure vision commerciale, proposer de meilleurs produits, des nouveaux services. Mais il faut aussi que de l'autre côté, les boulangers, ils aient un gain. Il faut qu'il y ait une juste contrepartie. Ce n'est pas forcément de l'argent sonnant et trébuchant. Ça peut être une juste contrepartie en disant, vous allez par exemple avoir des alertes sur vos systèmes de froid pour voir si votre chambre froide a la porte ouverte et si vous risquez une perte de marchandises de plusieurs milliers d'euros. Ce capteur vous permettra ça aussi. Et donc, à chaque fois, il faut trouver une juste contrepartie quand on collecte de la donnée. Et le dernier élément,
c'est que dans ces cas-là, il vaut mieux toujours co-construire les opérations avec l'écosystème, ceux qui vont vous donner, fournir les données et ceux avec qui vous les allez les utiliser. Fini l'époque où on faisait ça de manière top-down, où quelqu'un avait une idée, l'imposait à la terre entière et le faisait souvent en plus discrètement pour pas qu'on voit ce qui se passe. Aujourd'hui, la co-construction, c'est l'échange. C'est ce qui va permettre au marché de la donnée d'exploser. Donc, ces 5 règles vont vous permettre de créer de la confiance digitale, qui est une confiance qui va venir s'additionner à la confiance du monde physique. Et si vous voulez demain pouvoir collecter des datas, analyser des datas et créer de la richesse autour des datas, il faut que vous ayez ces 5 règles, sachant que le point commun entre la confiance dans le monde physique et la confiance dans le monde digital, c'est que la confiance se gagne au gramme et se perd au kilo. Et donc, chaque fois que vous allez faire une erreur, elle va vous coûter une fortune et vous allez mettre du temps à remonter la pente. Donc, autant le faire très en amont et le réfléchir, l'intégrer dans votre réflexion stratégique. Voilà. Bien, merci Thomas. Bon, on arrive à la fin de ce webinaire. Vous avez certainement des questions, donc n'hésitez pas à les poser ou à prendre la main avec le micro si vous en avez. Sachez également que vous pourrez aussi avoir votre exemplaire du dernier livre de Michel. On va vous envoyer le lien dans quelques instants. Y a-t-il des questions ? Pendant que les gens les posent, Michel, un petit mot sur ton livre ? Michel, ton micro est coupé. Oui, avec plaisir. C'est un ouvrage justement qui porte sur le questionnement, ou la question pourquoi, c'est-à-dire, revient en permanence, qu'on peut faire beaucoup de choses avec 2 questions, pourquoi et c'est-à-dire. C'est un ouvrage qui nous amène à avoir une posture au fil des pages, qui est celle de la discrétion, pour éviter tous les malentendus et le fait de pouvoir être blessant vis-à-vis d'autres personnes en utilisant un mot maladroit. C'est un ouvrage qui vous questionne sur cette relation qu'on peut avoir aux autres. Et c'est une boîte à outils pour utiliser du vocabulaire, utiliser des techniques pour mieux négocier et être gagnant, comme l'indique son titre. Et merci beaucoup à Altares pour ce partenariat et de contribuer à promouvoir cet ouvrage. Alors, très bien. Après cette présentation, je vois qu'il y a une question. Est-ce que la base de données Duns répertorie toutes les sociétés françaises? Oui, absolument. La base de données Duns est alimentée par les données françaises, donc on va bien retrouver toutes les affaires personnelles, toutes les multinationales, toutes les collectivités, toutes les PME en France. Donc on retrouve quasiment toutes. Il y a 1 ou 2% d'entreprises qu'on n'a pas parce que la DGESE n'a pas de sirène, par exemple, donc on ne va pas la retrouver. Et quelques sociétés sont en non-diffusibilité, refusent qu'on communique quoi que ce soit comme information. Donc là, même en France, vous n'aurez aucune information sur celles-ci qui sont non diffusibles, à part un sirène, mais rien d'autre. Donc là, naturellement, on ne les retrouve pas dans la base Duns. Mais la base Duns, c'est bien l'ensemble des sociétés actives en France. Vous avez plus de 11 millions de Duns actifs. Même maintenant, on doit dépasser les 12 millions. Parce qu'un Duns, c'est égal à un SIRET. Je ne sais pas si tout le monde voit demander votre exemplaire. Ça a bien été affiché sur les écrans. Il est arrivé jusqu'à nous. Oui. Il est arrivé, très bien. C'était pour être certain. Donc, vous pouvez demander votre exemplaire et comme ça, on vous enverra un exemplaire du livre de Michel. Parce que... Et idem pour les pays émergents. Oui, tout à fait. Maintenant, par exemple, la Chine est devenue aujourd'hui le 2e pays le plus riche en données Duns Number. Alors que même aussi le Brésil est dans le top 5 des pays les plus importants en nombre de Duns et donc d'informations disponibles. Donc après, il faut toujours relativiser. C'est en France, en Europe, on a l'équivalent de l'INSEE, des chambres de commerce qui couvrent l'intégralité des sociétés. Les sociétés ont cette obligation de se déclarer. Dans beaucoup de pays émergents, non, c'est que les sociétés commerciales ou les grandes sociétés qui ont cette obligation. Donc il y a toujours, si vous me demandez de retrouver tous les boulangeries en Chine, logiquement on les a, mais on ne peut pas garantir avec certitude qu'on aura bien 100% de l'univers.
Thomas, tu veux répondre à la question sur comment bien choisir les données incontournables? Alors oui, en fait, la première question qu'il faut, là vous voyez, la question que vous vous posez, c'est une question sur le comment. D'ailleurs, vous le dites, comment choisir? La première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi. Donc, dans votre entreprise, quelle qu'elle soit, pourquoi la transition digitale a du sens et pourquoi cette transition digitale pourrait changer mon business model, l'améliorer, me permettre de ne pas être bypassé, me permettre de développer de nouvelles activités. Donc ça, c'est la première question à laquelle il faut se poser. Et quand vous avez cet objectif stratégique, à partir de là, on rentre dans le comment et on va choisir les données qui sont incontournables, que vous avez ou que vous n'avez pas, ou que vous pouvez recueillir. Mais c'est un outil au service d'un objectif. Donc, il n'y a pas de données qui sont dans l'absolu incontournables ou priorisables. C'est par rapport à l'objectif stratégique que vous avez, on va choisir les données qui vont être les plus efficientes pour arriver à cet objectif, qui vont être les plus faciles à traiter, qui vont être les plus claires, qui vont être les plus propres, qui vont avoir la plus grosse valeur ajoutée ou qui vont être les plus différenciantes. Mais c'est toujours par rapport à un objectif. Donc, il faut faire très attention. Et pour être beaucoup avec des dirigeants de PME et d'ETI, on se pose tout le temps la question du comment et on se pose très peu la question du pourquoi. Parce que vous êtes dans le pipe toute la journée et c'est normal. Mais si vous êtes un dirigeant, passez beaucoup de temps sur le pourquoi et un peu de moins sur le comment et vous aurez beaucoup plus de vision stratégique et ça sera plus efficace. Et j'ajouterai aussi un élément dans les données incontournables, c'est ce qui va aussi valider votre référentiel. Hein, c'est un référentiel, une base de données, le Master Data Management, c'est comme le langage. On utilise des mots qui ont parfois la même écriture mais différents sens, ou un mot qui s'écrit de manière différente. Et ben, c'est la même chose dans une base de données. Et quand on travaille dans différents silos, à la facturation, ben, ils ne parlent pas forcément de la même chose, alors que tout le monde a l'impression. Et donc, il faut sécuriser ce référentiel, d'être certain que quand on parle du cœur du système, d'identifier un contact, d'identifier une entreprise, d'identifier une machine, un produit, qu'on est certain que cette donnée, ce référentiel est unique et qu'il n'y a pas de doublon. C'est ça qui est aussi l'effort de la donnée incontournable. Mais c'est plus un process de sécuriser, d'être certain que votre référentiel est fiable et qu'il ne soit pas aussi trop contraignant pour un utilisateur de créer un nouveau tiers. Il faut que ça soit aussi souple. Donc, il faut jongler entre facilité de création, mais sécurisation d'éviter des doublons. Et puis, il faut en permanence faire des analogies avec ce qui existe ailleurs et faire en sorte tout le temps que les données soient cohérentes. Je prends l'exemple de Deezer ou même de Netflix qui vous disent vous avez aimé ces films-là, eh bien, vous allez aimer celui-ci. Mais il se trouve que chez moi, par exemple, j'ai une fille de 23 ans, elle ne regarde pas du tout les mêmes films que moi, elle n'écoute pas du tout la même musique que moi. Eh bien, finalement, ça fausse tout. Donc, il y a en plus à prendre en compte les erreurs que l'on peut faire au final. Et ça, il faut s'en imprégner avec des choses simples que l'on vit tous les jours, qui nous font sourire, mais qu'il faut remonter aussi dans sa structure, dans son entreprise, en se disant, est-ce qu'on peut nous aussi passer sur ce type de travers et comment on peut faire? Très bien. Thomas, tu avais répondu un petit peu aussi à la question d'Emmanuel Braida sur sensibiliser le top management au pourquoi. Tu veux rajouter un mot ou c'est bon? Non, c'est hyper important parce que ça part de là. Autant il y a plein de sujets dans l'entreprise qui peuvent venir de la base et infuser vers le haut. Autant la transition digitale et l'utilisation des data, c'est un changement de modèle d'affaires. Donc ça peut venir en fait que par même pas le top management, mais par le dirigeant de l'entreprise. Si le dirigeant n'est pas convaincu que la transition digitale est impérative pour son entreprise, vous allez dépenser de l'argent pour rien. À titre perso, moi, je n'interviens dans aucune entreprise si au bout d'un certain temps, je n'ai pas pu voir le dirigeant et être sûr qu'il avait compris l'intérêt. Donc, c'est une vraie question qui est importante. Cette sensibilisation du top management, elle peut se faire de différentes façons. Si vous êtes membre du conseil d'administration, moi, j'ai des cas où il y a des conseils d'administration qui me demandent de venir pendant une journée animer des ateliers avec le conseil d'administration et le top management pour leur faire prendre conscience de manière très concrète de ce qui est en train de se passer autour d'eux. Mais ça peut être aussi, comme je disais tout à l'heure, vous avez une problématique de RGPD, on va commencer à la traiter en RGPD, mais très vite, on va s'en servir comme marchepied, en fait, pour expliquer l'importance de la data au top management, et en tout cas, ne pas laisser ce sujet-là simplement comme un sujet entre la DSI et le service juridique. Et c'est la problématique majeure.
c'est qu'il y a encore beaucoup d'entreprises où cette question digitale est confondue avec la question informatique. Et donc, soit c'est la DSI qui l'a, mais ce n'est pas du tout le job de la DSI. La DSI, c'est de régler la problématique du comment, pas celle du pourquoi. Celle du pourquoi, c'est la nécessité du top management. Et aujourd'hui, c'est une question de culture. Et vraiment, hein, c'est la même chose pour nos dirigeants d'entreprise que pour nos hommes politiques, que pour nous-mêmes. C'est un monde qui est en train de changer, qui a commencé à changer il n'y a pas très longtemps. C'est compliqué, il faut y passer du temps. Malheureusement, le top management aujourd'hui est organisé souvent comme dans les années 70-80, où les gens font de l'opérationnel. Un dirigeant aujourd'hui doit passer 50%, à mon avis, de son temps, même si c'est très complexe, et j'en suis convaincu, hein, mais à comprendre le monde qui est en train de changer pour avoir une vision stratégique et intégrer cette problématique, parce que le monde est en train de bouger. Le monde industriel, c'est plus une fin en soi. Il faut aller vers ce monde digital. Donc, c'est de la culture. Il y a plein de solutions qui existent. Je ne vais pas les détailler là, mais c'est un vrai projet. Et c'est un projet impératif pour avancer dans la transition digitale qui ne peut pas partir d'en bas. Ce n'est pas possible. Oui. Donc, ça nécessite une bonne conduite du changement et aussi de faire comprendre aux gens que, en fait, ressaisir toute une fiche identitaire d'une entreprise, son SIRET, son adresse, ainsi de suite, c'est une perte de temps. Et l'utilisateur, même s'il a l'impression, bah, je fais tout ça toute la journée et ça me plaît bien parce que c'est une tâche que j'accomplis. Non, elle apporte peu de données parce que c'est une donnée qui peut être récupérable en API via d'autres systèmes dynamiquement ou recopiée d'un système vers un autre, hein, du CRM vers le RP. Et la donnée qui fait la différence, c'est celle que vous gérez, l'interaction avec vos partenaires. Et c'est là où il y a de la valeur ajoutée. C'est pas juste recopier mécaniquement une donnée sur laquelle on peut faire des erreurs. Il faut trouver justement cette donnée qui fait la différence et qui apporte un meilleur service à vos partenaires. Et je réponds à la dernière question de Ngashu. Oui, effectivement, aujourd'hui, c'est aussi une résultante du choc de simplification des lois Hamon et Macron, où justement les petites entreprises n'ont plus l'obligation de publier leur bilan de manière diffusible pour tout le monde, de manière publique. Et donc, elles sont en bilan confidentiel, et donc, malheureusement, si vous n'êtes pas une banque, vous n'avez pas accès à ces bilans, donc il vous est très difficile de savoir, bah oui, mais quelle est la surface financière de l'entreprise. Donc nous, à Altares, on a mis en place justement un système qui permet d'avoir des tendances sur ce bilan confidentiel, parce qu'on les reçoit. Ça impacte le score également, hein, même s'il est confidentiel. Donc on remonte des éléments synthétiques de savoir dans quel quartile se positionne l'entreprise, si elle est plutôt dans le top 25 ou dans le bottom 25 sur les sociétés du même secteur, sur ses dettes, sur son EBE, sur son chiffre d'affaires à l'export, sur une quinzaine de critères, ce qui permet d'avoir une meilleure vision, même si malheureusement pour le credit manager, pour l'analyste financier, il avait l'habitude d'avoir le bilan qu'il n'a plus. Après, il reste d'autres bilans que vous n'avez pas à disposition. Si c'est vos partenaires, vous pouvez leur demander de transmettre ce bilan. N'hésitez pas à le demander. Nous, sachez aussi qu'Altares, on est en mesure de les saisir, d'impacter le score et de ne pas les rendre diffusibles, visibles pour l'ensemble des autres acteurs. Mais en tous les cas, récupérez ces bilans si vous les avez et que vous refusez de les communiquer. Ça permet aussi d'améliorer votre scoring sur Altares, évidemment, si le bilan est bon, hein, ou en tous les cas, de mieux jauger. Parce que l'un des premiers risques de non-publication d'un bilan, on le voit, c'est très concret et très précis dans le risque de défaillance. Une société qui ne publie plus, c'est un fort facteur de risque. Alors, si NHU cherche une base de données miracle pour obtenir les bilans, elle n'existe pas. C'est vrai, effectivement, très intéressant de s'appuyer sur une base de type Altares, puisqu'ils ont accès à ces bilans qui ne sont pas publiés pour les analyser, mais pas les communiquer. Et si vous voulez avoir le culot de les demander à vos partenaires, il faut lire mon livre, il y a tout le descriptif à l'intérieur sur à la fois le culot et la façon de poser des questions pour obtenir des bilans directement auprès de ses clients ou de ses partenaires. Michel, tu pourras partager, de mettre dans le chat le lien sur justement Carrefour et Google? Oui, je te l'avais envoyé hier pour… Ok, je vais regarder dans les emails aujourd'hui, mais si tu l'as, si tu peux le mettre. Je ne suis pas sûr de l'avoir là. Toi, tu dois pouvoir le retrouver. Donc, il y a 2 questions en suspens sur l'exemple de Carrefour.
Sur l'exemple de Carrefour, Frédéric, si tu veux, enfin, sur ces exemples-là, d'une manière générale, le fait de partager les données, d'abord, c'est une évolution intellectuelle, c'est une évolution stratégique, avec son écosystème et avec ses concurrents. Chaque cas est différent, mais ce qu'il faut, c'est en générer une juste contrepartie. Aujourd'hui, vous avez des plateformes, une société française. Je peux faire de la pub pour elle parce que je n'ai aucun lien avec elle, mais je trouve qu'elle fait un travail incroyable qui s'appelle Dawex, qui est une société lyonnaise, qui est en train d'essaimer dans le monde entier pour faire des plateformes comme des sortes de systèmes de bourse d'échange de données en sécurité, avec de la traçabilité, dans un écosystème. Et ça, c'est des outils qui vont permettre d'accélérer l'échange de données. Mais il faut toujours réfléchir à cette juste contrepartie dans cet échange. Je vous donne mes données, je vous les transmets, je ne vous les pas prête, mais qu'est-ce que j'ai en contrepartie? Et je pense qu'à partir du moment, pour répondre à la question de Carrefour et de ces industriels, où il y aurait un équilibre entre les deux et que chacun entourerait sur soit du juste à temps, soit sur de la supply chain ou des choses comme ça, il pourrait y avoir cet échange de données. Mais échanger les données, ça ne veut pas dire échanger toutes les données. Ça veut dire choisir les données qu'on échange avec un partenaire qui est défini. Et là, il faut effectivement avoir des outils en interne déjà, et puis des outils d'échange derrière qui sont en train de se mettre en place pour permettre ce genre de choses. C'est très florissant en ce moment. Il y a plein d'options techniques qui sont en train d'être mises en œuvre. La problématique n'est pas tant dans la technique que dans le choix stratégique qui est autour. Très bien. Et donc, on a publié le lien sur l'exemple Carrefour et Google. Et pour répondre à la question sur les bilans non publiés, maintenant, c'est plus de 2/3 des bilans qui sont passés en confidentiel. Donc, faut regarder, vous avez toujours le statut, même si vous allez sur société.com au lieu de regarder sur Altares, vous savez si au moins l'entreprise a publié son bilan. Ça, c'est déjà au moins un premier signe de voir, OK. Et donc là, vous pouvez facilement demander à ce partenaire, est-ce que vous pouvez me l'envoyer? Vous l'avez mis en non diffusible, en confidentiel. Généralement, ils vont vous l'envoyer parce qu'ils ont un intérêt à travailler avec vous, certainement. Après, il reste toutes celles qui ne publient pas. Il y a 3 raisons pourquoi une entreprise ne publie pas son bilan. Il y a 4 raisons. 1, elle n'est pas assujettie. Une affaire personnelle, son capital, c'est son patrimoine, donc il n'y aura jamais de publication, ça c'est certain. Ils peuvent vous donner une vision d'un bilan simplifié, mais ça sera purement confidentiel et exclusif entre ce tiers et vous. La deuxième raison pourquoi une entreprise ne publie pas, elle ne va pas bien, tout simplement, et donc elle veut cacher à ses partenaires ses problèmes. La troisième bien, c'est que justement, elle va trop bien. Je prends toujours l'exemple de Criteo, 2008, un bilan de 250 000 euros, et on découvre en 2014 que c'est une licorne avec un bilan supérieur à 1 milliard. Eh ben non, peu de personnes le savaient. Nous, on le savait par les expériences de paiement qui étaient en hausse énorme. Et donc, justement, là, c'est bien un exemple d'une société qui va trop bien, elle cache ses bilans. Enfin, il y a toujours la confidentialité dans certains secteurs très concurrentiels où un dirigeant d'entreprise va éviter de communiquer. Donc, on en a beaucoup de dirigeants dans ces secteurs qu'on contacte, qui nous appellent, qui vont voir aussi nos partenaires pour dire, voilà, j'ai des bilans, est-ce que vous pouvez au moins le lire et l'impacter sur notre score, et on le fait en conséquence. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, il est l'heure et il est midi dépassé. Je vous remercie tous de votre présence, j'espère qu'on a été intéressant. J'ajoute un lien là, Frédéric, sur un article que j'avais écrit à l'époque sur pourquoi faut-il publier ces bilans, et il est toujours tout à fait d'actualité. Très bien, oui, tout à fait. Et j'ajoute même pour les auto-entrepreneurs qui nous suivent, aussi c'est important de se mettre en diffusible, parce que ça veut dire qu'un auto-entrepreneur qui se met en non diffusible, parce que je ne veux pas être démarché à des fins commerciales, on ne sait rien sur vous. Et donc ça va bloquer toutes vos décisions de crédit quand vous allez demander voir d'autres banques et tout ça, ils vont dire oui, j'ai votre SIRET, mais je n'ai rien d'autre comme information. Il n'y a que l'administration qui en sait un peu plus que nous. On est tous malheureusement à cet état. La transparence, c'est le début justement de la confiance, et donc ça facilite aussi l'échange des données et de travailler sereinement avec ses partenaires. Cette présentation sera bien consultable, donc vous recevrez un lien comme quoi l'information, vous pourrez revisionner ce webinaire à tout moment, et donc vous pourrez aussi partager le lien à vos personnes qui n'ont pas pu être là également.
Je vous remercie tous. Au revoir. Merci. Merci à tous. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Et je vais donc terminer l'événement. Merci bien à tout le monde. Bonne journée. Merci.